Le ciel est d'un bleu cristallin au-dessus du lac d'Annecy ce matin de mars 2021. Les montagnes enneigées se reflètent dans l'eau qui commence à se libérer de son carcan hivernal. C'est la période du dégel, ce moment transitoire où la nature s'éveille progressivement. Les bords du lac sont encore parsemés de plaques de glace qui se détachent lentement, dérivant comme des îles éphémères. Martin Lefort, garde forestier depuis plus de 20 ans, effectue sa ronde matinale le long des rives. À 58 ans, il connaît chaque recoin de ce paysage. Chaque printemps, il observe ce même spectacle, la renaissance du lac après son sommeil glacé. Il marche d'un pas tranquille, notant dans son carnet les premiers signes du réveil de la faune locale. C'est alors qu'il remarque quelque chose d'inhabituel près de la rive est, dans une zone peu fréquentée par les touristes. Une masse sombre est visible sous une fine couche de glace qui se désagrège. Au début, Martin pense à un amas de branches ou peut-être un animal piégé par le gel. Il s'approche prudemment, ses bottes crissant sur les galets humides. « Mon cœur s'est arrêté quand j'ai compris ce que j'avais sous les yeux », racontera-t-il plus tard. C'était comme si le lac nous rendait un secret qu'il avait gardé pendant des années. Ce que Martin découvre ce matin-là défie l'entendement. Sous la glace qui fond, le corps d'une femme apparaît, étrangement préservé par les eaux froides. Ses vêtements sont encore reconnaissables, ses traits presque paisibles, comme si elle s'était endormie hier. Mais quelque chose dans cette scène raconte une histoire bien plus ancienne. Martin recule instinctivement, sort son téléphone d'une main tremblante et compose le 17. « J'ai trouvé un corps dans le lac, près du sentier de l'Épine. Non, ce n'est pas récent. C'est difficile à expliquer. Vous devriez venir voir. En moins d'une heure, la zone est délimitée par les rubans de la police. Le médecin légiste, Dr Claire Moulin, s'agenouille près de la découverte, son visage trahissant une surprise professionnelle. Les conditions particulières du lac ont créé un phénomène de conservation exceptionnel, explique-t-elle à voix basse au lieutenant Rousseau. La température, la profondeur, la composition de l'eau. C'est un cas remarquable. Le corps est celui d'une femme d'âge moyen. Pas de décomposition avancée. Pas de signes évidents de violence à première vue. Juste cette étrange impression de quiétude, comme si le temps s'était arrêté. Dans la poche de sa veste, préservée par l'eau glacée, les enquêteurs trouvent un permis de conduire plastifié. Le nom est encore lisible. Laura Cottin. La date d'expiration indique 2007. Le lieutenant Rousseau fronce les sourcils. Vérifiez dans les archives si nous avons une disparition correspondant à ce nom. Quelques heures plus tard, dans les bureaux de la gendarmerie d'Annecy, l'adjudant-chef Mercier pose un dossier jauni sur la table. Laura Cottin, 36 ans, disparue le 12 novembre 2004, présumée victime d'un accident de randonnée. Le dossier a été classé en 2006 après des recherches infructueuses. Un silence pesant s'installe dans la pièce. 17 ans. Le corps de cette femme est resté 17 ans dans les profondeurs du lac, attendant que le hasard et les éléments naturels le ramènent à la surface. Qui était-elle ? Demande le lieutenant Rousseau, feuilletant le dossier poussiéreux. Pour répondre à cette question, il faut remonter le temps, revenir dans l'Auvergne-Rhône-Alpes de 2004, quand Laura Cottin menait une vie que rien ne destinait à devenir le cœur d'une énigme glaciale. Annecy, automne 2004. Les feuilles dorées des platanes bordant le canal du Thioux tourbillonnent dans l'air frais. La ville, surnommée la Venise des Alpes, se prépare doucement à l'hiver. Les terrasses des cafés ont rangé leurs parasols. Les touristes estivaux ont laissé place aux habitants qui retrouvent leur ville. Laura Cottin traverse le pont des Amours ce matin du 2 novembre, comme elle le fait chaque jour pour se rendre à la bibliothèque municipale où elle travaille depuis 8 ans. Son écharpe rouge vif contraste avec le gris du ciel. À 36 ans, Laura est une figure appréciée dans ce lieu de culture. Passionnée de littérature alpine, elle a créé une section dédiée aux écrivains locaux qui attire chercheurs et curieux. Laura était lumineuse, se souvient Marianne Duval, sa collègue et amie. Elle avait cette capacité à vous faire sentir que chaque question méritait toute son attention. Les habitués venaient souvent pour elle, autant que pour les livres. Cette matinée de novembre, Laura semble préoccupée.
Elle range mécaniquement les ouvrages, son esprit visiblement ailleurs. Elle consulte plusieurs fois son téléphone, répond à des messages avec une expression soucieuse. « Je lui ai demandé si tout allait bien », raconte Marianne. Elle m'a souri, mais c'était un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Elle m'a dit qu'elle devait régler quelque chose d'important et qu'elle m'en parlerait bientôt. Cette conversation sera la dernière entre les deux femmes. Le 12 novembre, Laura appelle la bibliothèque pour signaler qu'elle prend sa journée. Elle mentionne une randonnée qu'elle souhaite faire près du lac, profitant d'une éclaircie dans la météo automnale. Rien d'inhabituel pour celle qui consacre une partie de son temps libre à explorer les sentiers de montagne. À 14h37, elle envoie un dernier message à son frère, Thomas. « Je crois que j'ai enfin compris. Je te rappelle ce soir, c'est important. » Ce message, cryptique et prémonitoire, restera sans réponse pendant 17 ans. Laura Cotting ne rentrera pas ce soir-là. Son appartement, situé dans un petit immeuble de la vieille ville, restera vide. Son chat, Baudelaire, attendra en vain devant sa gamelle. L'alarme est donnée le lendemain matin par Marianne, inquiète de ne pas voir arriver sa collègue sans nouvelles. La police prend note, mais sans inquiétude excessive. À 36 ans, Laura est adulte, indépendante. Peut-être a-t-elle décidé de prolonger son excursion. Peut-être est-elle chez un ami. C'est quand sa voiture est retrouvée sur le parking de l'Apouya, point de départ de plusieurs sentiers de randonnée autour du lac, que l'inquiétude grandit. Dans le véhicule, son sac à dos habituel a disparu, mais son portefeuille est toujours dans la boîte à gants. Les recherches s'organisent. Des équipes de secours en montagne, des chiens, des volontaires parcourent les sentiers, fouillent les sous-bois. Pendant 3 jours, la forêt résonne des appels « Laura, Laura !» qui restent sans réponse. La théorie d'un accident s'impose rapidement. Novembre n'est pas la période idéale pour la randonnée. Le temps peut changer brutalement, les sentiers devenir glissants, traîtres. Une chute, une hypothermie, un malaise cardiaque. Les possibilités sont multiples et tragiquement banales. Pourtant, quelques éléments troublent les enquêteurs. Pourquoi Laura, randonneuse expérimentée et prudente, serait-elle partie seule par ce temps incertain? Pourquoi n'a-t-elle prévenu personne de son itinéraire précis, contrairement à ses habitudes? Et surtout, que signifiait son dernier message à son frère? Thomas Cotting, artiste peintre vivant à Lyon, arrive à Annecy le jour même de la disparition. Il s'installe dans l'appartement de sa sœur, coordonnant les recherches avec un acharnement désespéré. « Je la connaissais mieux que personne », insiste-t-il auprès des gendarmes. Laura ne prenait jamais de risques inutiles en montagne. Et ce message, elle avait découvert quelque chose. Elle voulait m'en parler. Mais quoi? Thomas n'en a aucune idée. Les semaines précédant sa disparition, leur conversation était restée superficielle, centrée sur des projets familiaux, des souvenirs d'enfance. Rien qui ne laisse présager un quelconque secret. L'enquête s'élargit à la vie personnelle de Laura. Son ordinateur est analysé, ses contacts interrogés. Une image se dessine progressivement, celle d'une femme discrète mais sociable, investie dans son travail et quelques associations culturelles locales. Divorcée depuis 3 ans, elle entretenait des relations cordiales avec son ex-mari Vincent Moreau, architecte installé à Grenoble. Pas de nouveaux compagnons connus, quelques amis fidèles, une passion pour la littérature et la montagne. Une vie simple, bien remplie, sans zone d'ombre évidente, résume le rapport de police. À mesure que l'hiver s'installe, les recherches perdent en intensité. Le lac commence à geler par endroits. La neige recouvre les sentiers. L'hypothèse d'un accident mortel en zone inaccessible devient la plus plausible. Le corps, supposent les enquêteurs, a pu glisser dans une crevasse, être emporté par un cours d'eau, ou simplement rester invisible sous le manteau neigeux. Pour la famille, c'est le début d'un deuil impossible. Sans corps, sans certitude, comment accepter la disparition? C'était comme si elle s'était évaporée, raconte Thomas. Je me réveillais la nuit, en imaginant qu'elle était peut-être encore vivante quelque part, blessée, amnésique. Je sais que c'était irrationnel, mais l'esprit s'accroche à tout quand il refuse l'inacceptable. Le 7 février 2006, après 15 mois de recherche infructueuse, le dossier est officiellement classé.
Laura Cotin est déclarée présumée décédée suite à un accident de montagne. Une cérémonie symbolique est organisée au bord du lac, où amis et familles viennent déposer des fleurs. Une plaque commémorative est installée à Laura que la montagne a gardée en son sein. La vie reprend son cours, comme elle le fait toujours. La bibliothèque engage une nouvelle responsable de section. L'appartement de Laura est vidé, ses livres donnés selon ses souhaits à des associations. Son chat trouve un nouveau foyer chez Marianne. Thomas retourne à Lyon, marqué à jamais par cette absence inexpliquée. Mais sous la surface calme du lac, Laura attend. Son corps, préservé dans les profondeurs froides, garde les secrets de ses dernières heures. Et ces secrets, contrairement à ce que tous pensent alors, ne sont pas ceux d'un simple accident de randonnée. En cette fin d'année 2004, un autre drame se joue en parallèle de la disparition de Laura. Un drame qui semble d'abord sans lien avec notre histoire. Michel Dufresne, 42 ans, professeur d'histoire au lycée Berthollet d'Annecy, est retrouvé mort dans son garage le 20 novembre, 8 jours après la disparition de Laura. Suicide par intoxication au monoxyde de carbone, conclut rapidement l'enquête. Une lettre laissée à sa femme évoque une dépression non traitée, des problèmes professionnels. Le cas est rapidement clos, sans faire de vagues dans une communauté déjà secouée par l'affaire Cotin. Pourtant, un détail passera inaperçu à l'époque. Michel Dufresne était membre du même cercle de lecture que Laura. Il se retrouvait une fois par mois à la librairie Les Mots de Passage pour discuter d'ouvrages sur l'histoire locale. Une connexion ténue que personne ne jugera alors pertinente d'explorer. En décembre 2004, un cambriolage est signalé à la bibliothèque municipale. Rien de majeur n'est volé, quelques fournitures de bureau, un ordinateur obsolète. Mais le bureau de Laura est particulièrement fouillé, ses dossiers éparpillés. L'incident est attribué à des jeunes délinquants et rapidement oublié. Ces deux événements, apparemment anodins et sans rapport avec la disparition de Laura, prendront une toute autre signification 17 ans plus tard. Le 25 novembre 2004, alors que les recherches s'essoufflent déjà, Thomas Cotin reçoit un appel anonyme. Une voix qu'il décrira comme neutre, délibérément déformée, lui dit simplement « Votre sœur a trouvé ce qu'elle ne devait pas trouver. Cessez de chercher. » Avant qu'il ne puisse répondre, la communication est coupée. Thomas signale immédiatement cet appel à la police, mais l'origine ne peut être retracée. Un téléphone prépayé, utilisé une seule fois. Les enquêteurs, déjà convaincus de la thèse accidentelle, considèrent qu'il s'agit probablement d'un canular cruel, comme il s'en produit malheureusement dans ce genre d'affaires médiatisées. Thomas n'est pas convaincu. Il commence sa propre enquête, discrète, méthodique. Il épluche les agendas de sa sœur, ses carnets de notes, ses relevés téléphoniques. Il interroge ses amis, ses collègues, cherchant le moindre indice sur ce que Laura aurait pu découvrir. Elle était devenue différente ces derniers mois, lui confie Marianne lors d'un café. Plus, je ne sais pas, secrète. Elle passait beaucoup de temps aux archives départementales. Elle disait travailler sur un projet personnel. Quel projet? Personne ne semble le savoir. Laura avait mentionné vaguement des recherches sur l'histoire cachée d'Annecy, sans jamais entrer dans les détails. Thomas se rend aux archives départementales, montrant la photo de sa sœur. Oui, confirme le responsable. Madame Cotin venait régulièrement depuis environ 6 mois. Elle consultait principalement des documents concernant la période d'occupation durant la Seconde Guerre mondiale, et plus spécifiquement des rapports sur des transactions immobilières de l'époque. Une piste étrange, sans rapport apparent avec les randonnées en montagne ou un accident potentiel. Thomas tente de la suivre, mais se heurte rapidement à des obstacles administratifs. Certains dossiers consultés par Laura ne sont plus accessibles, en cours de numérisation, lui dit-on. En janvier 2005, l'appartement de Thomas à Lyon est cambriolé. Rien de valeur n'est volé, mais tous les documents qu'il avait récupérés chez sa sœur disparaissent. Agenda, carnet, dossier. La police conclut à un simple cambriolage opportuniste, mais Thomas y voit un message. Quelqu'un veut enterrer les secrets que Laura a découverts, mais Thomas est seul dans sa quête. Sa famille, épuisée émotionnellement, le supplie d'accepter la version officielle, de faire son deuil.
Ses propres ressources s'épuisent. Il doit reprendre son travail, sa vie. À contre-cœur, il finit par rentrer dans le rang, gardant ses doutes pour lui. Le 7 février 2006, quand le dossier est officiellement clos, il est présent à la cérémonie au bord du lac. Son visage est celui d'un homme vaincu, non par la certitude, mais par l'impossibilité de prouver ses soupçons. « Je reviendrai », murmure-t-il en jetant une rose dans l'eau. « Je n'abandonne pas Laura. Mais la vie a ses propres plans. » 3 mois plus tard, Thomas est victime d'un grave accident de voiture sur l'autoroute A43. Fractures multiples, traumatisme crânien, coma de 2 semaines. Sa convalescence sera longue, douloureuse, ponctuée de séjours en rééducation. Quand il récupère enfin l'usage complet de ses facultés, presque 1 an s'est écoulé. L'enquête personnelle qu'il avait entamée est désormais une montagne trop haute à gravir. Les pistes sont froides, les témoins ont continué leur vie, les archives se sont refermées. Thomas continue de croire que sa sœur n'a pas été victime d'un simple accident, mais il n'a plus les moyens de le prouver. Les années passent. Le souvenir de Laura s'estompe dans la mémoire collective d'Annecy. Son nom n'apparaît plus que lors des commémorations annuelles des disparus en montagne. Sa photo, affichée un temps à la bibliothèque, est finalement rangée dans les archives. Seule la petite plaque au bord du lac témoigne encore de son existence. Thomas ne revient plus à Annecy. La douleur est trop vive, les souvenirs trop présents. Il s'installe à Berlin en 2010, recommence sa carrière artistique, se marie. La disparition de sa sœur reste une blessure qui ne guérit jamais complètement. Mais il apprend à vivre avec. Et puis, ce matin de mars 2021, le lac décide de rendre son secret. Le corps de Laura émerge des profondeurs glacées, étonnamment préservées, comme si elle attendait patiemment que la vérité éclate enfin au grand jour. Son visage, presque paisible, semble dire « Je suis revenu, écoutez mon histoire ». Car ce corps, contrairement à ce que tous ont cru pendant 17 ans, n'est pas celui d'une simple randonneuse victime d'un accident. Il porte les traces subtiles d'une toute autre vérité. Une vérité que quelqu'un a voulu ensevelir sous les eaux froides du lac d'Annecy. Le docteur Claire Moulin, médecin légiste, réalise rapidement que cette découverte va bouleverser toutes les certitudes établies. Son examen préliminaire révèle déjà des incohérences avec la thèse accidentelle. Les vêtements ne correspondent pas à une tenue de randonnée, note-t-elle dans son rapport. Pas de chaussures adaptées, pas de veste technique. Et surtout, cette position du corps, ce n'est pas celle d'une personne tombée accidentellement à l'eau. Le corps de Laura raconte silencieusement une histoire bien différente de celle que tout le monde a acceptée. Une histoire que le lieutenant Rousseau et son équipe vont devoir reconstituer, pièce par pièce, remontant le fil d'un mystère vieux de 17 ans. À Berlin, le téléphone de Thomas Cotin sonne. Un appel d'un numéro français qu'il ne reconnaît pas. « Monsieur Cotin, lieutenant Rousseau, gendarmerie d'Annecy. J'ai des nouvelles concernant votre sœur. Nous avons retrouvé son corps. » Un long silence suit, puis la voix de Thomas altérée par l'émotion. « Est-ce qu'elle s'est noyée accidentellement ? C'est justement la question que nous nous posons, monsieur Cotin. Certains éléments suggèrent que non. Pouvez-vous venir à Annecy ?» Thomas regarde par la fenêtre de son atelier berlinois. La neige commence à tomber doucement sur la ville. Il pense à sa sœur, à son dernier message. « Je crois que j'ai enfin compris. Après toutes ces années, peut-être comprendra-t-il enfin lui aussi. Je serai là demain, » répond-il simplement. Le mystère du lac d'Annecy, gelé pendant 17 ans, est sur le point de se réchauffer. Et ce qu'il révélera dépassera tout ce que Thomas, ou quiconque, aurait pu imaginer. Partie 2. Le silence et la quête. L'avion de Berlin atterrit à l'aéroport de Genève sous une pluie fine. Thomas Cotin, 54 ans maintenant, les tempes grisonnantes et le regard plus profond qu'autrefois, récupère sa valise et loue une voiture pour les 45 minutes de trajet jusqu'à Annecy. Le paysage défile, étrangement familier malgré les années d'absence. Les montagnes sont toujours là, immuables, comme si elles avaient gardé le secret de Laura tout ce temps. Annecy a changé pourtant. De nouveaux immeubles, des routes élargies, des enseignes inconnues.
Thomas se sent à la fois étranger et intimement lié à cette ville qu'il a fui pendant si longtemps. Il se gare devant la gendarmerie, reste quelques minutes immobile dans sa voiture, les mains crispées sur le volant. Revenir ici, c'est rouvrir une blessure qu'il a passé des années à tenter de cicatriser. Le lieutenant Rousseau l'accueille dans un bureau sobre. C'est un homme d'une quarantaine d'années, aux traits fatigués mais aux yeux vifs. Sur son bureau, une photo de Laura, celle qui avait été diffusée lors de sa disparition. Un sourire lumineux, des yeux pleins de vie. « Monsieur Cotin, je vous remercie d'être venu aussi rapidement. » Commence Rousseau. « Je sais que ce voyage ne doit pas être facile pour vous. » Thomas hoche simplement la tête, incapable de formuler des banalités. « Vous devez comprendre que la découverte du corps de votre sœur change complètement la nature de l'enquête, » poursuit le lieutenant. « Ce que nous pensions être un accident de randonnée semble désormais plus complexe. »« Je n'ai jamais cru à la thèse de l'accident, » répond Thomas, sa voix retrouvant soudain de la fermeté. « Laura était trop prudente. Et puis, il y a eu cet appel anonyme, les cambriolages. » Rousseau fronce les sourcils. « Quel cambriolage ?» Thomas lui raconte alors ce qu'il avait tenté de faire comprendre aux enquêteurs 17 ans plus tôt, l'appel menaçant, le cambriolage ciblé à la bibliothèque, celui de son propre appartement où seuls les documents concernant Laura avaient disparu. « J'ai signalé tout cela à l'époque, » conclut-il avec amertume. « On m'a traité comme un frère éploré qui refusait la réalité, qui préférait croire à un complot plutôt qu'à un simple accident. » Rousseau prend des notes, son expression passant progressivement de la politesse professionnelle à un intérêt véritable. « Ces éléments ne figurent pas dans le dossier que j'ai consulté, » admet-il. « Ou alors de façon très minimisée, je vais devoir retrouver les rapports originaux. » Il hésite un instant, puis décide de montrer à Thomas les premières conclusions de l'autopsie. Rien de graphique, juste des faits cliniques qui confirment les doutes. Le docteur Moulin a trouvé des incohérences significatives avec la thèse accidentelle, explique-t-il. Les vêtements de votre sœur n'étaient pas adaptés à la randonnée. Elle portait des chaussures de ville, pas de bottes, pas de sac à dos non plus alors qu'il manquait dans sa voiture. Et surtout, il s'interrompt, cherchant ses mots. Des traces discrètes suggèrent que Laura n'était probablement pas vivante quand elle est entrée dans l'eau. Thomas ferme les yeux. Cette confirmation de ses soupçons les plus sombres ne lui apporte aucun soulagement, juste une douleur renouvelée. « Qui a mené l'enquête initiale ?» demande-t-il finalement. « Le capitaine Meunier. Il a pris sa retraite en 2012. Son adjoint, le lieutenant Perrin, est décédé d'une crise cardiaque en 2015. »« Pratique », murmure Thomas. Rousseau ne relève pas. « Je voudrais que vous me parliez de ce que Laura faisait dans les mois avant sa disparition. Avait-elle mentionné un projet, des recherches particulières ?» Thomas raconte ce qu'il sait. Les visites aux archives départementales, les recherches sur la période d'occupation, l'intérêt soudain pour les transactions immobilières durant la guerre. Elle était devenue plus secrète, pas distante, mais comme préoccupée par quelque chose qu'elle ne voulait pas partager tout de suite. Son dernier message disait « Je crois que j'ai enfin compris. » Compris quoi ? Je n'en ai aucune idée. Rousseau note chaque détail, construisant mentalement une nouvelle chronologie, bien différente de celle établie en 2004. « Monsieur Cotin, nous allons rouvrir officiellement l'enquête, annonce-t-il. Mais je dois vous prévenir, après 17 ans, beaucoup de preuves ont disparu. Les témoins ont oublié. Certains sont décédés. Ce ne sera pas facile. »« Je n'ai jamais pensé que ce serait facile, » répond Thomas. « Mais ma sœur mérite qu'on cherche la vérité, même après tout ce temps. » Dans les jours qui suivent, Annecy redécouvre l'affaire Laura Cotin. La presse locale, puis nationale, s'empare de cette histoire fascinante. Un corps préservé par les eaux froides, une enquête bâclée, un mystère vieux de 17 ans qui ressurgit. Pour la famille Cotin, c'est comme revivre le drame une seconde fois. Les parents de Laura, maintenant âgés de 82 et 68 ans, doivent affronter à nouveau les caméras, les questions, la douleur ravivée. « Nous pensions avoir fait notre deuil », confie Marie-Claire Cotin aux journalistes qui patientent devant leur maison à Talloires. « Nous avions accepté l'idée que Laura était morte dans un accident. Maintenant, on nous dit que quelqu'un lui aurait fait du mal,
Comment est-ce possible? Paul Cotin, le père, refuse de parler aux médias. Ancien ingénieur à la retraite, il s'enferme dans son atelier, façonnant méticuleusement des modèles réduits de bateaux, comme il le fait depuis la disparition de sa fille. Cette activité minutieuse lui permet de canaliser une douleur qu'il n'a jamais su exprimer autrement. Pour Thomas, cette nouvelle médiatisation est à double tranchant. D'un côté, elle maintient la pression sur les enquêteurs, de l'autre, elle expose à nouveau sa famille à une souffrance publique. Il s'installe provisoirement à Annecy, louant un petit appartement près du lac. Son épouse, Ingrid, le rejoint une semaine plus tard, apportant un soutien silencieux mais essentiel. La ville elle-même semble hantée par ce retour du passé. Les habitants les plus anciens se souviennent parfaitement de la disparition de Laura. Ils montrent aux plus jeunes les journaux jaunis de l'époque, racontent où ils étaient quand la nouvelle s'était répandue. Certains participent aux reconstitutions organisées par la police, décrivant l'Annecy de 2004, les lieux qui ont changé, ceux qui sont restés identiques. La bibliothèque municipale, où travaillait Laura, devient un lieu de pèlerinage informel. Des fleurs apparaissent près de l'entrée. L'actuelle directrice, mal à l'aise avec cette attention soudaine, finit par autoriser une petite exposition temporaire. Quelques photographies de Laura au travail, des citations tirées des présentations qu'elle avait organisées sur la littérature alpine. Marianne Duval, l'ancienne collègue et amie de Laura, maintenant retraitée, se présente spontanément à la gendarmerie. Elle a gardé des carnets personnels de cette période, des notes sur les changements qu'elle avait observés chez son amie. Laura était devenue presque obsédée par certaines recherches, explique-t-elle au lieutenant Rousseau. Elle passait des heures aux archives, prenait des notes qu'elle ne partageait avec personne. Une fois, je l'ai surprise à photographier discrètement des documents avec son téléphone, ce qui était interdit à l'époque. Savez-vous ce qu'elle recherchait exactement ? Demande Rousseau. Elle mentionnait souvent une famille, les Valberg, des industriels qui avaient fait fortune pendant la guerre. Elle semblait particulièrement intéressée par leurs acquisitions immobilières entre 1940 et 1945. Ce nom, Valberg, devient le premier fil tangible de la nouvelle enquête. Les recherches révèlent rapidement que la famille a quitté Annecy en 2008, s'installant en Suisse. La dernière héritière directe, Elisabeth Valberg, est décédée en 2019 à l'âge de 94 ans. Ses biens ont été légués à différentes fondations culturelles. Une piste qui semble mener nulle part. Pendant ce temps, l'équipe médico-légale poursuit son travail minutieux sur le corps de Laura. Les techniques d'analyse ont considérablement évolué en 17 ans, permettant des observations impossibles en 2004. L'examen toxicologique révèle des traces d'un puissant sédatif, maintenant presque indétectable après tant d'années, mais dont la signature chimique reste identifiable. Elle a été droguée, confirme le docteur Moulin lors d'une réunion avec Rousseau. Probablement inconsciente quand elle est entrée dans l'eau. Cette confirmation transforme définitivement l'enquête. Ce qui était classé comme un accident est désormais traité comme un homicide. Une équipe plus importante est mobilisée, des moyens supplémentaires débloqués. Le procureur s'implique personnellement, conscient de l'attention médiatique et de la nécessité de réparer ce qui apparaît de plus en plus comme une négligence passée. La première étape consiste à retrouver et réinterroger tous les témoins de l'époque. Beaucoup ont quitté Annecy, certains sont décédés, d'autres ont des souvenirs altérés par le temps. Les enquêteurs reconstituent patiemment le cercle social de Laura. Collègues, amis, membres du club de lecture, randonneurs qu'elle fréquentait. Un nom revient régulièrement dans ces entretiens. Michel Dufresne, le professeur d'histoire retrouvé mort 8 jours après la disparition de Laura. Son suicide, accepté sans question à l'époque, apparaît soudain sous un jour nouveau. Ils étaient proches ? Demande Rousseau à Marianne lors d'un second entretien. Pas spécialement. Ils se connaissaient du cercle de lecture, discutaient parfois de livres d'histoire locale. Laura l'appréciait intellectuellement, mais je ne crois pas qu'il y ait eu plus. Savez-vous s'ils travaillaient ensemble sur quelque chose ? Marianne hésite. Pas explicitement, mais j'ai surpris une conversation
environ un mois avant la disparition. Michel montrait à Laura un vieux document, quelque chose qui semblait les captiver tous les deux. Laura a dit quelque chose comme « Si c'est authentique, c'est explosif ». Ça m'avait marqué, parce que ce n'était pas son genre d'utiliser ce type d'expression dramatique. L'équipe de Rousseau se penche alors sur le suicide de Michel Dufresne. Le dossier est mince, découvert par sa femme dans le garage, moteur tournant, lettre d'adieu évoquant une dépression. Affaire classée en quelques jours, sans autopsie approfondie. La veuve, contactée par les enquêteurs, vit maintenant à Montpellier. Elle accepte de les rencontrer, intriguée par cette soudaine résurgence du passé. Catherine Dufresne, 62 ans, les reçoit dans un appartement lumineux rempli de plantes. Elle s'est remariée en 2011, a reconstruit sa vie. Parler de Michel semble douloureux mais pas insupportable, comme si le temps avait transformé la douleur vive en une mélancolie supportable. Michel n'allait pas bien depuis plusieurs mois, confirme-t-elle. Il dormait mal, était préoccupé. Je pensais que c'était lié à son travail, à la pression du lycée. Il n'a jamais voulu consulter, disait que ça passerait. A-t-il mentionné Laura Cotin ? Demande doucement Rousseau. Catherine fronce les sourcils. La bibliothécaire qui a disparu ? Oui, ils se connaissaient du club de lecture, mais je ne vois pas le rapport. Michel avait-il des recherches personnelles en cours ? Sur l'histoire locale, peut-être ? Il travaillait toujours sur quelque chose. C'était un passionné d'histoire, surtout la période d'occupation qui était sa spécialité. Il avait commencé un livre sur la collaboration économique en Haute-Savoie, mais elle s'interrompt, comme frappée par une réalisation soudaine. Les papiers, après sa mort, j'ai trouvé que son bureau avait été rangé, ses dossiers organisés. Ça m'avait surprise, parce que Michel était plutôt désordonné. J'avais mis ça sur le compte d'un, je ne sais pas, un besoin de mettre de l'ordre avant de partir. Mais maintenant que j'y pense, c'était étrange. Avez-vous gardé ces documents ? Non, j'ai tout donné à son collègue Antoine Verneuil. Il devait continuer le livre, en hommage à Michel, mais je ne crois pas que ça se soit fait. Antoine a quitté l'enseignement peu après. Antoine Verneuil, retrouvé dans un petit village du Jura où il gère maintenant une librairie, se souvient parfaitement des cartons de documents. Un travail impressionnant, confirme-t-il. Michel documentait la façon dont certaines familles industrielles avaient profité de l'occupation pour s'enrichir, notamment en rachetant à bas prix des biens appartenant à des Juifs déportés. Les Valberg étaient particulièrement concernés. « Qu'avez-vous fait de ces documents ?» demande Rousseau, soudain très attentif. « Je les ai conservés quelques années, avec l'intention de reprendre le projet. Mais c'était un sujet sensible. Certaines familles mentionnées étaient encore puissantes dans la région, et puis ma vie a pris une autre direction. J'ai fini par donner tout ce matériel aux archives départementales, vers 2010, je crois. Cette piste mène l'équipe de Rousseau aux archives, où il découvre que le fonds Michel Dufresne existe bien, mais qu'une partie significative a été placée sous restriction d'accès suite à une demande d'avocats représentant plusieurs familles, dont les Valberg. Motif invoqué, protection de la vie privée et prévention de la diffamation historique non fondée. Il faut une ordonnance du juge d'instruction pour débloquer l'accès. Ce que l'équipe découvre confirme leurs soupçons. Michel Dufresne avait méthodiquement documenté comment la famille Valberg avait acquis plusieurs propriétés de valeur entre 1942 et 1944 pour des sommes dérisoires. Des propriétés appartenant à des familles juives qui avaient ensuite disparu dans les camps. Mais un élément plus troublant émerge, des références à un coffre-fort dans une banque genevoise, contenant apparemment des documents originaux prouvant la complicité directe d'Henri Valberg, le patriarche, décédé en 1972, avec les autorités allemandes pour identifier et cibler certaines familles fortunées. C'est pour ça que Laura consultait les registres de propriété, réalise Rousseau. Elle aidait Dufresne dans ses recherches, vérifiait les transactions officielles. Dans une note manuscrite datée d'octobre 2004, Dufresne écrit « Elle a trouvé la correspondance VK
si authentique, prouve coordination délibérée pour déportation, famille, monsieur contacte banque prochaine semaine. Cette note cryptique pour les non-initiés prend tout son sens à la lumière des autres documents. Laura avait apparemment découvert une correspondance entre Henri Walberg et un officier allemand nommé Koch, prouvant leur collaboration active dans la déportation d'une famille identifiée seulement comme M. C'est ce qu'elle voulait dire dans son message à Thomas, murmure Rousseau. J'ai enfin compris. Elle avait trouvé la preuve qui manquait à Dufresne pour son livre. Mais cette découverte soulève une question troublante. Comment ces preuves, vieilles de 60 ans en 2004, pouvaient-elles représenter une menace suffisante pour justifier 2 meurtres? La réponse se trouve dans les archives juridiques. En 2004, une procédure de restitution de biens spoliés pendant l'occupation était en cours. Les héritiers de plusieurs familles juives déportées réclamaient la restitution de propriétés ou des compensations financières. La famille Walberg, par l'intermédiaire d'Elisabeth, s'opposait fermement à ces demandes, arguant que les acquisitions avaient été légales et de bonne foi. L'enjeu financier était énorme, explique Rousseau à Thomas lors d'un point d'étape. Plusieurs millions d'euros de propriété, plus les dommages et intérêts potentiels. Mais surtout, la réputation de la famille aurait été détruite. Les Walberg finançaient des fondations culturelles, avaient des rues à leur nom, révélaient qu'ils devaient leur fortune à la déportation de familles juives. Mais qui aurait tué pour protéger ce secret, demande Thomas. Elisabeth Walberg avait presque 80 ans en 2004. Je ne la vois pas droguant ma sœur et la jetant dans le lac. Non, probablement pas elle directement. Mais les familles fortunées ont des moyens de protéger leurs intérêts. Des avocats, des hommes de confiance. L'enquête s'oriente alors vers l'entourage des Walberg à l'époque. Le cabinet d'avocats qui les représentait, leurs gestionnaires de patrimoine, leur personnel de confiance, des dizaines de personnes à identifier, retrouver, interroger. Un nom attire particulièrement l'attention. Gérard Moreau, qui était le conseiller juridique personnel d'Elisabeth Walberg en 2004. Il a quitté le cabinet d'avocats en 2006 pour créer sa propre structure de gestion de fortune, prospérant rapidement grâce à des clients fortunés, principalement suisses. Mais ce qui intrigue vraiment les enquêteurs, c'est son nom de famille, Moreau. Le même que l'ex-mari de Laura, Vincent Moreau. Une coïncidence? Demande Rousseau à son adjoint. Moreau est un nom courant, concède ce dernier. Mais quand même, Vincent Moreau, l'ex-mari de Laura, est retrouvé à Grenoble où il dirige toujours son cabinet d'architecture. Divorcé une seconde fois, il semble sincèrement choqué d'apprendre les nouvelles circonstances de la mort de son ex-femme. Laura et moi avions divorcé 2 ans avant sa disparition, mais nous étions restés en bons termes, explique-t-il. C'était un divorce à l'amiable, sans amertume. Nous n'avions simplement plus les mêmes projets de vie. Connaissez-vous un Gérard Moreau qui travaillait pour la famille Walberg? Vincent fronce les sourcils. Gérard, oui, c'est mon cousin éloigné. Nous ne sommes pas proches, mais je le vois occasionnellement aux réunions de famille. Pourquoi cette question? Laura vous avait-elle parlé de ses recherches sur la famille Walberg? Jamais. Après notre divorce, nos conversations étaient cordiales, mais superficielles. Je ne savais même pas qu'elle s'intéressait à cette famille. Vincent semble sincère, mais Rousseau note mentalement de vérifier son alibi pour le 12 novembre 2004, par simple principe d'exhaustivité. L'enquête prend un tournant décisif lorsqu'un technicien des archives numériques parvient à récupérer les données d'un vieux serveur de sauvegarde de la bibliothèque municipale, miraculeusement préservé lors d'une mise à jour du système en 2012. Parmi les fichiers, il découvre des emails de Laura datant de l'automne 2004. La plupart concernent des questions professionnelles banales, mais une conversation avec un certain M. Dufresne lycée-berthollet.fr attire immédiatement l'attention. Dans un message daté du 5 novembre 2004, Laura écrit « J'ai photographié les documents dont nous avons parlé. Trop risqué de les sortir officiellement. Ils confirment tout ce que nous soupçonnions sur les Walberg. J'ai aussi trouvé une référence au coffre suisse.
Il faudrait vérifier si les documents s'y trouvent toujours. Je pense contacter mon frère pour avoir son avis juridique avant d'aller plus loin. Rendez-vous mardi comme prévu? La réponse de Michel est brève. Parfait. Mardi, 18h à l'endroit habituel. Sois prudente avec ces informations. J'ai l'impression d'être observée depuis quelques jours. Ce message, envoyé une semaine avant sa disparition, est le dernier échange entre Laura et Michel. Le mardi mentionné correspond au jour même de la disparition de Laura. Elle n'allait pas randonner, comprend Rousseau. Elle avait rendez-vous avec Dufresne. Mais où? L'endroit habituel n'est pas précisé. L'équipe d'enquête passe au crible les habitudes de Laura et Michel, interrogeant à nouveau les membres du cercle de lecture, les collègues, fouillant dans les agendas récupérés. C'est finalement un détail anodin qui fournit la réponse. La librairie Les mots de passage, où se réunissait le cercle de lecture, disposait d'une petite salle à l'arrière que les membres pouvaient réserver pour des travaux personnels. Le registre de réservation, miraculeusement conservé par l'ancien propriétaire par habitude de libraire, indique que Michel Dufresne avait réservé cette salle pour le mardi 12 novembre 2004, de 18h à 20h. C'était leur lieu de rencontre, confirme Rousseau à Thomas. Laura s'y rendait, pas en randonnée. Elle a probablement été interceptée avant ou après ce rendez-vous. Michel y est-il allé? D'après le libraire de l'époque, il est venu, a attendu près d'une heure, puis est parti, visiblement inquiet. 3 jours plus tard, il était mort. La chronologie prend forme. Laura a découvert des documents compromettants. Elle devait les montrer à Michel ce soir-là, probablement les photographies mentionnées dans son email. Quelqu'un l'a empêché de s'y rendre, puis s'est assuré que Michel ne pourrait pas poursuivre seul leurs recherches. L'enquête se concentre désormais sur Gérard Moreau, le cousin de l'ex-mari de Laura et conseiller juridique des Valberg. Les vérifications révèlent qu'il était bien à Annecy le 12 novembre 2004, officiellement pour une réunion avec Elisabeth Valberg concernant le procès en restitution. Thomas, qui suit l'enquête aussi près que les enquêteurs le lui permettent, fait une découverte personnelle troublante. En fouillant dans ses vieilles archives numériques, il retrouve des photos d'un dîner de famille datant de 2003, lorsqu'il était encore marié à Laura. Sur l'une d'elles, on aperçoit Vincent en conversation avec un homme qui, après vérification, s'avère être Gérard Moreau. Laura connaissait donc Gérard, au moins de vue, réalise Thomas. Elle a pu faire le lien entre lui et les Valberg. Cette connexion personnelle renforce les soupçons, mais ne constitue pas une preuve. L'enquête semble piétiner, jusqu'à ce qu'une découverte fortuite vienne tout bouleverser. Une équipe de plongeurs, cherchant méthodiquement dans la zone où le corps de Laura a été retrouvé, remonte un objet inattendu, un téléphone portable ancien modèle, enfermé dans une pochette étanche improvisée. L'appareil est évidemment hors d'usage après 17 ans sous l'eau, mais sa carte mémoire, protégée, pourrait encore contenir des données. Les techniciens du département scientifique travaillent pendant des jours pour extraire le contenu de cette carte. Leur persévérance est finalement récompensée. Ils parviennent à récupérer plusieurs fichiers, dont une série de photographies. Des documents anciens, des lettres à en-tête officielle de l'administration allemande d'occupation, des listes de noms annotés à la main, et surtout, une correspondance entre HV et Sturmbannführer K, détaillant la procédure d'expropriation de la famille Merson. Ce sont les preuves que Laura avait trouvées, souffle Rousseau. Elle les avait avec elle ce soir-là. Plus révélateur encore, la dernière photographie enregistrée sur le téléphone. Une image floue, prise manifestement à la hâte, montrant un homme en costume sombre s'approchant. L'image est de mauvaise qualité, mais le visage est reconnaissable pour ceux qui le cherchent. Gérard Moreau, 17 ans plus jeune, mais indéniablement lui. L'horodatage de la photo, 12 novembre 2004, 17h42. Laura avait photographié son agresseur, puis avait eu la présence d'esprit de mettre son téléphone dans une protection étanche, probablement un sac plastique trouvé dans sa voiture, et de le jeter dans l'eau avant d'être maîtrisée. Elle savait qu'elle était en danger, murmure Thomas, fixant cette dernière image de la vie de sa sœur. Elle a fait en sorte que la vérité puisse émerger un jour.
Cette preuve, combinée aux autres éléments accumulés, suffit pour obtenir un mandat d'arrêt international contre Gérard Moreau, maintenant établi à Genève. L'homme est interpellé alors qu'il tente de prendre un vol pour Singapour, apparemment prévenu de l'évolution de l'enquête par des contacts encore non identifiés. 17 ans après la disparition de Laura Cottin, la vérité émerge enfin des eaux froides du lac d'Annecy. Une vérité qui relie la cupidité de la Seconde Guerre mondiale au secret bien gardé des familles puissantes, le courage d'une bibliothécaire passionnée d'histoire, à la détermination d'un frère qui n'a jamais accepté la version officielle. Pour Thomas, cette résolution apporte un mélange de soulagement et de douleur renouvelée. Laura cherchait la justice pour des victimes oubliées, dit-il lors d'une brève déclaration à la presse. Elle a fini par devenir elle-même une victime de ceux qui voulaient garder le passé enterré. Mais la vérité trouve toujours son chemin vers la lumière, même si elle met parfois du temps. Le lac d'Annecy, impassible témoin de cette histoire, continue de refléter les montagnes environnantes. Ces eaux froides ont préservé les preuves nécessaires pour que justice soit rendue, comme si la nature elle-même avait décidé que certains secrets ne devaient pas rester éternellement enfouis dans les profondeurs. Partie 3. La vérité et l'héritage. Le procès de Gérard Moreau débute en septembre 2022, 18 mois après la découverte du corps de Laura. La salle d'audience du tribunal de Grenoble est comble. Journalistes, étudiants en droit, historiens et simples citoyens se pressent pour assister à ce procès hors norme qui relie les ombres de l'occupation aux technologies modernes d'investigation. Thomas est assis au premier rang, Ingrid à ses côtés. Ses parents ont préféré suivre les audiences à distance, leur force ne leur permettant plus d'affronter l'épreuve émotionnelle de ces longues journées. Face à eux, de l'autre côté de la salle, Gérard Moreau, 63 ans maintenant, en costume sombre, le visage impassible. Depuis son arrestation, il maintient son innocence, parlant d'un complot absurde et d'une erreur judiciaire en cours. L'affaire, baptisée par la presse Le secret du lac, a captivé la France entière. Elle combine tous les ingrédients d'une histoire fascinante, un mystère vieux de presque 2 décennies, des secrets familiaux datant de la guerre, un corps miraculeusement préservé et la persévérance d'un frère qui n'a jamais abandonné. Le procureur Bertrand, une femme de 52 ans reconnue pour sa rigueur, ouvre les débats avec une déclaration qui résume l'enjeu de ce procès. Ce que nous jugeons aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'homicide de Laura Cottin, mais aussi la tentative d'effacer une vérité historique, de maintenir dans l'ombre des actes dont les conséquences ont traversé les générations. Laura Cottin cherchait la justice pour des familles dépossédées. Elle a payé cette quête de sa vie. Les premiers jours sont consacrés à l'exposition des faits. Le lieutenant Rousseau, principal témoin de l'accusation, détaille méthodiquement la chronologie reconstituée de l'affaire. Il explique comment les technologies modernes ont permis des analyses impossibles en 2004. L'extraction de données d'une carte mémoire immergée pendant 17 ans. Les tests ADN avancés qui ont identifié des traces microscopiques sur les vêtements de Laura, la modélisation informatique qui a reconstitué ses derniers mouvements. Sans ces avancées technologiques, explique-t-il, certaines preuves seraient restées invisibles. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'enquête initiale a échoué à identifier la nature criminelle de cette disparition. Mais il souligne également les erreurs humaines, préjugés initiaux qui ont orienté l'enquête vers la thèse accidentelle, témoignages négligés, connexions non établies entre différents événements. L'autre raison de cet échec, conclut-il avec une franchise qui fait frémir l'assistance, est que certains ne voulaient pas voir. Les implications politiques et économiques étaient trop importantes. Cette déclaration déclenche un tumulte dans la salle. L'avocat de Moreau bondit, demandant le retrait de ces accusations infondées qui préjugent d'une corruption institutionnelle. Le président du tribunal calme les esprits, mais le malaise persiste. Rousseau vient de verbaliser ce que beaucoup pensent. L'enquête originale a peut-être été délibérément orientée vers une conclusion inoffensive. Les journées suivantes voient défiler les témoins techniques. Médecins légistes, experts en criminalistique numérique, spécialistes des archives historiques.
Ils construisent, brique par brique, l'édifice de l'accusation. Le docteur Claire Moulin explique comment les analyses toxicologiques avancées ont permis d'identifier des traces de médicaments dans les tissus préservés malgré les années écoulées. Les molécules se dégradent avec le temps, mais elles laissent des marqueurs, des empreintes chimiques que nos équipements actuels peuvent détecter. En 2004, ces traces auraient été invisibles avec les technologies disponibles. Baptiste Leroux, expert en criminalistique numérique, détaille le processus extraordinaire qui a permis de récupérer les données du téléphone de Laura. La carte mémoire était dans un état de dégradation avancé, mais pas irrémédiable. Nous avons utilisé une technique développée initialement pour récupérer des données spatiales endommagées. C'est comme reconstituer un puzzle dont les pièces se dissolvent pendant qu'on travaille. Chaque fichier récupéré était une petite victoire. Il projette ensuite sur grand écran la dernière photographie prise par Laura. Gérard Moreau s'approchant d'elle, le visage partiellement visible. L'image, améliorée par des algorithmes de restauration, est suffisamment claire pour permettre une identification. Cette photographie, poursuit-il, n'a pas seulement capturé le visage de l'accusé. Elle a également enregistré des métadonnées cruciales. L'heure, la date, les coordonnées GPS approximatives. Laura Cotin a involontairement créé un témoignage numérique de ses derniers moments. Thomas, écoutant ses explications techniques, est partagé entre admiration pour ces technologies qui ont permis de révéler la vérité et douleur en imaginant les derniers instants de sa sœur, seule face à son agresseur, ayant la présence d'esprit de documenter ce qui lui arrivait. La défense de Moreau, menée par Maître Delorme, un ténor du barreau parisien, contre-attaque en questionnant la fiabilité de ses preuves technologiques. Une image floue, restaurée par des algorithmes, peut-elle vraiment servir de base à une accusation aussi grave? Des traces chimiques, identifiées 17 ans après les faits, sont-elles véritablement fiables? La science n'est pas infaillible, et la justice ne peut pas se satisfaire de probabilités. Mais l'accusation ne repose pas uniquement sur des preuves techniques. Des témoins humains viennent compléter le puzzle, notamment Antoine Verneuil, l'ancien collègue de Michel Dufresne, qui a conservé des notes manuscrites de ce dernier. Michel m'avait confié ses inquiétudes concernant la famille Valberg. Il savait qu'il touchait à quelque chose de sensible. 2 semaines avant sa mort, il m'a dit textuellement « Si quelque chose m'arrive, regarde du côté des gardiens du temple ». Je n'ai compris que plus tard qu'il parlait des personnes chargées de protéger la réputation de la famille. Catherine Dufresne témoigne également, décrivant les changements de comportement de son mari dans les semaines précédant son suicide présumé. Michel était devenu extrêmement méfiant. Il verrouillait son bureau, parlait à voix basse au téléphone. La veille de sa mort, il m'a dit qu'il devait prendre une décision difficile entre sa conscience et sa sécurité. Le lendemain, elle s'interrompt, encore émue, après toutes ces années. Le tribunal respecte son silence, puis elle reprend. Le lendemain, il était mort. J'ai accepté l'idée du suicide parce que c'était l'explication la plus supportable. Mais j'ai toujours eu un doute. Ce témoignage ouvre la possibilité que Michel Dufresne ait également été victime de Moreau. Une hypothèse que l'accusation n'avait pas initialement incluse dans son dossier, faute de preuves suffisantes. Le président du tribunal précise que cette piste reste une hypothèse de travail qui n'est pas l'objet du présent procès. Au 6e jour du procès, c'est au tour de Thomas de témoigner. Il raconte sa quête personnelle, son refus d'accepter la version officielle, les obstacles rencontrés, puis l'accident qui l'a forcé à mettre sa recherche entre parenthèses. Laura était méthodique, prudente, insiste-t-il. Elle n'aurait jamais pris de risques inconsidérés en montagne. Et ce message qu'elle m'a envoyé, je crois que j'ai enfin compris. Elle avait découvert quelque chose d'important, quelque chose qui valait la peine d'être partagé. Sa voix reste ferme, mais l'émotion est palpable. 18 ans de combat pour la vérité se cristallisent dans ce témoignage. Ce que je voudrais que le tribunal comprenne, conclut-il, c'est que Laura n'était pas simplement une victime. Elle était une chercheuse de vérité.
Elle croyait que l'histoire, même douloureuse, doit être connue pour que justice soit rendue. L'intervention la plus attendue est celle de Gérard Moreau lui-même. Pendant des jours, il a écouté impassiblement les témoignages s'accumuler contre lui. Quand il prend enfin la parole, sa voix est calme, presque professorale. « Je comprends la douleur de la famille Cotton. Je comprends leur besoin de trouver un coupable. Mais je ne suis pas cet homme. Oui, je travaillais pour la famille Valberg. Oui, je défendais leurs intérêts dans un procès complexe. C'était mon métier d'avocat. Mais jamais, jamais, je n'aurais commis un acte aussi terrible pour protéger un client. » Il explique sa présence à Annecy ce jour-là par une réunion professionnelle avec Elisabeth Valberg, documentée par son agenda et des témoins. Quant à la photographie, il la rejette comme trop floue pour être probante et suggère une ressemblance fortuite. Si Madame Cotton menait effectivement des recherches compromettantes pour la famille Valberg, j'ignorais tout de ses activités. J'étais un conseiller juridique, pas un homme de main. Sa défense est structurée, logique, livrée avec une assurance tranquille qui fait douter certains observateurs. Mais le procureur Bertrand, lors de son contre-interrogatoire, introduit un élément nouveau. « Monsieur Moreau, pouvez-vous expliquer pourquoi, le 14 novembre 2004, 2 jours après la disparition de Laura Cotton, vous avez effectué un retrait de 50 000 € en liquide de votre compte personnel, un retrait que vous n'avez jamais déclaré aux enquêteurs? Cette révélation, fruit d'investigations financières récentes, crée un choc dans la salle. Moreau hésite visiblement pour la première fois. C'était pour un investissement personnel, une opportunité immobilière qui nécessitait des liquidités rapidement. Un investissement dont vous ne pouvez fournir aucune trace, que vous n'avez mentionné à personne, et qui coïncide exactement avec la disparition de Laura Cotton. Moreau n'a pas de réponse satisfaisante. Ce fil financier, tiré par les enquêteurs spécialisés, commence à défaire la tapisserie soigneusement tissée de sa défense. D'autres anomalies émergent dans les jours suivants. Un voyage non documenté à Genève, le 13 novembre 2004, des appels téléphoniques à des numéros non identifiés dans les heures suivant la disparition de Laura. Une visite impromptue à Michel Dufresne 3 jours avant le suicide de ce dernier. Nous ne pouvons pas prouver que M. Moreau a directement causé la mort de Michel Dufresne, précise le procureur Bertrand dans son réquisitoire final. Mais nous pouvons établir un schéma cohérent d'action destiné à étouffer les recherches entreprises par Laura Cotton et son collaborateur. Le témoignage le plus inattendu vient d'une ancienne secrétaire d'Elisabeth Valberg, Hélène Maury, maintenant âgée de 75 ans. Elle se présente spontanément au tribunal après avoir suivi le procès dans les médias. Madame Valberg n'était pas au courant de ce qui s'est passé, affirme-t-elle. Elle savait que son père avait des secrets, des zones d'ombre dans ses activités pendant la guerre, mais jamais elle n'aurait cautionné cela. Elle raconte comment, fin novembre 2004, elle a surpris une conversation entre Gérard Moreau et un homme qu'elle ne connaissait pas. Monsieur Moreau disait « C'est réglé, mais il y a peut-être des documents ailleurs ». L'autre homme a répondu quelque chose comme « Le coffre à Genève ». Ils se sont tus quand ils m'ont vu. J'ai toujours pensé qu'ils parlaient d'affaires juridiques courantes. Maintenant, je comprends. Cette conversation, bien que rapportée des années après les faits, correspond exactement aux préoccupations exprimées par Laura dans ses derniers messages. L'existence possible de documents compromettants dans un coffre suisse. Dans sa plaidoirie finale, Maître Delorme tente une dernière fois de semer le doute. Ce procès s'est construit sur des coïncidences, des suppositions, des témoignages tardifs, des preuves techniques contestables. La présomption d'innocence exige davantage. Elle exige des certitudes que l'accusation n'a pas fournies. Mais le procureur Bertrand, dans un réquisitoire puissant, rassemble tous les fils de cette affaire complexe. Laura Cotton a découvert la vérité sur l'origine de la fortune Valberg. Une vérité qui aurait non seulement ruiné la réputation de cette famille, mais aussi entraîné d'importantes conséquences financières. Gérard Moreau, chargé de protéger les intérêts des Valberg, a choisi la solution la plus radicale face à cette menace. Il a d'abord éliminé Laura Cotton,
puis s'est assuré que Michel Dufresne ne poursuivrait pas leur recherche commune. Pendant 17 ans, il a cru avoir réussi à enterrer la vérité. Mais Laura avait pris ses précautions. Du fond du lac, elle nous a transmis les preuves nécessaires pour que justice soit rendue. Le délibéré dure 3 jours. Thomas passe ce temps en famille, avec ses parents et Ingrid, dans un gîte isolé près d'Annecy. Ils évoquent leurs souvenirs de Laura, non plus comme une victime ou un mystère, mais comme la personne vibrante et passionnée qu'elle était. Elle adorait les énigmes historiques, se souvient Marie-Claire, sa mère. Petite déjà, elle voulait toujours connaître l'histoire derrière chaque vieux bâtiment, chaque monument. Elle disait que le passé n'est jamais vraiment passé, qu'il continue de façonner le présent. Elle aurait aimé voir comment la technologie a permis de résoudre sa propre énigme, ajoute Thomas avec un sourire triste. Le verdict tombe le 28 septembre 2022. Gérard Moreau est reconnu coupable d'homicide volontaire avec préméditation sur la personne de Laura Cottin. Il est condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Dans ses motivations, le tribunal souligne l'accumulation de preuves circonstancielles formant un faisceau d'indices concordants et non équivoques, et la volonté manifeste de faire taire une vérité historique dérangeante par des moyens criminels. Pour la famille Cottin, ce verdict apporte un soulagement mitigé. La justice a reconnu le crime, identifié le coupable, mais rien ne pourra ramener Laura ni effacer les années de douleur et d'incertitude. Ce n'est pas de la joie que je ressens, confie Thomas au journaliste après le verdict. C'est plutôt une forme d'apaisement. La vérité a finalement éclaté au grand jour. C'est tout ce que Laura aurait voulu. L'affaire Laura Cottin a des répercussions bien au-delà du procès de Gérard Moreau. Les documents qu'elle avait découverts, ceux qui avaient motivé son assassinat, sont finalement retrouvés par les enquêteurs dans un coffre de la banque Helvetia à Genève. Grâce à une commission rogatoire internationale, ces preuves historiques sont enfin accessibles. Elles confirment entièrement les soupçons de Laura et Michel. Henri Valberg avait activement collaboré avec l'occupant allemand pour identifier des familles juives fortunées, facilitant leur déportation et rachetant ensuite leurs biens à des prix dérisoires. Sa correspondance avec l'officier Koch révèle un calcul froid et méthodique qui glaça le sang des historiens chargés d'analyser ces documents. En février 2023, 5 mois après la condamnation de Moreau, un rapport officiel est publié, documentant en détail les activités de la famille Valberg pendant l'occupation. Cette publication déclenche une procédure de restitution sans précédent. Les héritiers des familles spoliées, notamment les descendants des Merson, sont finalement reconnus comme les propriétaires légitimes de plusieurs biens immobiliers prestigieux d'Annecy et de sa région. La fondation Valberg, créée par Élisabeth avant sa mort et légataire de la majeure partie de la fortune familiale, décide de ne pas contester ces restitutions. Elle va même plus loin en créant un fonds de compensation pour toutes les victimes identifiées des agissements d'Henri Valberg. « Nous ne pouvons pas changer le passé », déclare son président lors d'une conférence de presse, mais nous pouvons reconnaître les injustices commises et tenter, modestement, de les réparer. Cette affaire provoque une onde de choc dans toute la France, encourageant d'autres familles à enquêter sur l'origine de leur patrimoine pendant cette période trouble. Plusieurs municipalités renomment des rues, places ou bâtiments qui honoraient des personnalités dont le passé collaborationniste est désormais établi. À Annecy, la bibliothèque municipale crée une section spéciale consacrée à l'histoire locale pendant l'occupation, avec un fonds documentaire particulièrement riche sur les spoliations et leurs conséquences transgénérationnelles. Cette section porte le nom de « Espace Laura Cottin », un hommage à celle qui a sacrifié sa vie pour que cette vérité historique ne reste pas enfouie. Thomas, profondément touché par cette initiative, fait don à la bibliothèque des archives personnelles de sa sœur, ses carnets de notes, ses livres annotés, ses photographies. Ces documents, exposés dans une vitrine spéciale, témoignent du travail méticuleux d'une femme ordinaire devenue, bien malgré elle, une figure de la résistance à l'oubli.
En mai 2023, Thomas participe à un colloque international sur mémoire, justice et réparation, organisé à l'Université de Genève. Son intervention, sobre et poignante, aborde les conséquences humaines de la quête de vérité historique. Ma sœur n'était pas une héroïne au sens traditionnel, elle était simplement une femme qui croyait en l'importance de la vérité, même inconfortable. Elle pensait que l'histoire n'appartient pas seulement aux historiens, mais à tous ceux qu'elle affecte. Les secrets enfouis continuent de nous hanter, génération après génération, jusqu'à ce qu'ils soient exposés à la lumière. Sa présentation se termine par une réflexion sur le rôle des nouvelles technologies dans l'élucidation des crimes historiques. Sans les avancées scientifiques des 2 dernières décennies, la vérité sur la mort de Laura serait restée au fond du lac. Il y a quelque chose de profondément poétique dans cette idée que notre époque, avec ses outils numériques sophistiqués, peut enfin donner voix au silence du passé. Cette intervention, filmée et largement diffusée, inspire de nombreux chercheurs amateurs et professionnels à travers l'Europe. Des projets de justice historique émergent dans plusieurs pays, utilisant les technologies modernes pour revisiter des affaires non résolues liées aux périodes sombres du XXe siècle. L'un de ces projets, Écho du silence, développe une plateforme numérique collaborative permettant de croiser des archives dispersées à travers différents pays européens. Son objectif, identifier des schémas de spoliation similaires à ceux découverts par Laura et faciliter les procédures de restitution aux descendants des victimes. Pour Thomas, cette effervescence est un hommage indirect mais significatif à sa sœur. Ce qu'elle avait commencé seule, dans l'ombre d'une bibliothèque municipale, se poursuit maintenant au grand jour, porté par des centaines de chercheurs connectés par la technologie qu'elle n'a pas eu le temps de connaître. L'épilogue de cette histoire se joue 1 an après le verdict, en septembre 2023. Thomas et Ingrid sont revenus à Annecy pour une cérémonie particulière. La petite plaque commémorative à Laura que la montagne a gardée en son sein est remplacée par un monument plus significatif. Une sculpture en bronze représentant une femme tenant un livre ouvert, installée sur les rives du lac. L'inscription, simple et puissante, résume le legs de Laura. À Laura Cottin, 1968-2004, gardienne de la mémoire. Le lac a préservé son secret pour que la vérité éclaire notre présent. La cérémonie rassemble une foule diverse, familles et amis bien sûr, mais aussi historiens, avocats spécialisés dans les restitutions, membres des familles juives concernées par les découvertes de Laura, simples citoyens touchés par cette histoire. Le maire d'Annecy, dans son discours, souligne comment une tragédie personnelle a finalement conduit à une forme de guérison collective. Laura Cottin nous rappelle que l'histoire n'est jamais vraiment terminée. Elle continue de façonner notre présent, notre identité collective. En refusant l'oubli, en exigeant que les injustices passées soient reconnues, elle a contribué à la réconciliation de notre communauté avec son histoire complexe. Thomas, invité à prendre la parole, choisit de lire un extrait du journal intime de Laura, retrouvé parmi ses effets personnels. Ce qui me fascine dans l'histoire, ce n'est pas tant le passé lui-même que ses échos dans notre présent. Nous croyons que les événements s'évanouissent avec le temps, mais ils laissent des traces, parfois invisibles, mais toujours présentes. Comprendre ces connexions, c'est peut-être la seule façon d'avancer véritablement. Ces mots, écrits presque 20 ans plus tôt, résonnent avec une pertinence troublante. Laura parlait alors de ses recherches historiques, sans imaginer qu'elle deviendrait elle-même un maillon dans cette chaîne complexe reliant passé et présent. Après la cérémonie officielle, Thomas s'isole un moment au bord du lac. L'eau est calme, d'une transparence cristalline. Il regarde en direction de l'endroit où le corps de sa sœur a été retrouvé, où elle a reposé pendant 17 ans. « C'est étrange », dit-il à Ingrid qui la rejoint silencieusement. Pendant toutes ces années, je l'imaginais perdue quelque part dans la montagne, alors qu'elle était ici, presque visible sous la surface. Comme la vérité qu'elle cherchait, répond doucement Ingrid. Juste sous la surface, attendant d'être découverte. Thomas acquiesce, pensif. Depuis la résolution de l'affaire, il a commencé à peindre à nouveau,
après des années d'interruption. Ces nouveaux tableaux explorent les thèmes de la mémoire, de l'eau, de la lumière, traversant les profondeurs. L'un d'eux, intitulé simplement « Écho », sera exposé le mois suivant dans une galerie berlinoise. Ce soir-là, Thomas et Ingrid dînent avec le lieutenant Rousseau, devenu un ami au fil de cette enquête extraordinaire. Leur conversation dérive naturellement vers les implications philosophiques de cette affaire. Ce qui me frappe, observe Rousseau, c'est comment le temps joue parfois en faveur de la vérité. En 2004, la technologie n'aurait pas permis d'extraire les données de ce téléphone. Les analyses ADN n'étaient pas assez sensibles pour détecter certaines traces. Parfois, il faut que le monde rattrape la vérité. Laura aurait aimé cette idée, sourit Thomas. Elle croyait fermement que la vérité finit toujours par émerger, même si elle prend son temps. Le plus ironique, ajoute Rousseau, c'est que si Moreau n'avait pas jeté le corps dans le lac, nous n'aurions probablement jamais pu prouver sa culpabilité. L'eau froide a préservé les preuves que le temps aurait effacées ailleurs. Cette observation ramène une certaine sérénité dans l'esprit de Thomas. Comme si, d'une certaine façon, la nature elle-même avait conspiré pour que justice soit rendue, préservant patiemment les preuves jusqu'à ce que l'humanité soit prête à les comprendre. Quelques jours plus tard, avant de repartir pour Berlin, Thomas fait une dernière visite. Non pas au nouveau mémorial, mais à la bibliothèque municipale, où travaillait sa sœur. L'espace Laura Cottin est désormais un lieu de recherche actif, fréquenté par des étudiants, des historiens, des citoyens curieux. Une jeune femme, qui ne doit pas avoir plus de 25 ans, est absorbée dans la lecture d'un dossier. Elle lève les yeux quand Thomas s'approche. « Vous êtes Thomas Cottin, n'est-ce pas ?» demande-t-elle. « Le frère de Laura. » Il acquiesce, surpris d'être reconnu. « Je fais une thèse sur l'impact des restitutions de biens spoliés sur la mémoire collective, » explique-t-elle. « Le travail de votre sœur est au cœur de ma recherche. Elle a créé un précédent juridique et historique extraordinaire. » Thomas est touché par cette continuité inattendue. Laura aurait été heureuse de voir son travail poursuivi ainsi. « Ce qui m'impressionne le plus, » continue la jeune chercheuse avec enthousiasme, c'est sa méthodologie. Elle croisait des sources que personne n'avait pensé à connecter. Registres immobiliers, correspondances privées, témoignages oraux. Elle faisait de l'histoire totale avant même que ce concept ne devienne populaire dans nos universités. Cette reconnaissance professionnelle posthume apporte à Thomas une satisfaction particulière. Laura n'était pas historienne de formation, mais sa passion et sa rigueur en avaient fait une véritable chercheuse, dont la méthodologie inspire maintenant une nouvelle génération. En quittant la bibliothèque, il remarque une citation de Laura, encadrée près de l'entrée de l'espace qui porte son nom. « L'histoire n'est pas un refuge confortable où l'on célèbre des héros et des victoires. C'est un miroir parfois douloureux qui nous montre qui nous sommes vraiment, collectivement. Regarder ce miroir demande du courage, mais c'est la seule façon d'avancer en pleine conscience. » Ces mots, extraits d'une présentation qu'elle avait faite quelques mois avant sa disparition, résument parfaitement sa philosophie. Thomas les photographie, touché par leur résonance avec la situation actuelle. Le soir même, dans l'avion qui les ramène à Berlin, Thomas réfléchit à l'héritage complexe de sa sœur. Une vie interrompue tragiquement, mais dont l'impact continue de se propager comme des ondes à la surface du lac. Des vies transformées par ses découvertes, familles enfin reconnues dans leurs souffrances, héritiers rétablis dans leurs droits, une communauté confrontée à son histoire complexe. Laura est morte pour avoir découvert une vérité que certains voulaient garder enfouie. Mais cette vérité, comme une graine patiente, a finalement germé et fleuri au grand jour. « Tu sais, dit-il doucement à Ingrid qui somnole contre son épaule, pendant longtemps, j'ai été obsédé par l'idée de justice pour Laura. Je voulais que quelqu'un paie pour ce qui lui était arrivé. Mais maintenant, je comprends que sa vraie victoire n'est pas la condamnation de Moreau. C'est tout ce qui est venu après, les restitutions, les reconnaissances, ce nouvel intérêt pour l'histoire cachée. C'est comme si elle avait semé quelque chose qui continue de croître. » Ingrid ouvre les yeux, lui prend la main. « C'est exactement ça. Elle a planté une forêt, pas juste un arbre. »
Dans les mois et années qui suivent, Thomas observe cette forêt s'épanouir. L'affaire Laura Cottin devient un cas d'étude dans les écoles de journalisme et les facultés de droit. Un documentaire, Le secret du lac, retrace l'histoire complète, de la disparition initiale jusqu'aux conséquences actuelles des restitutions. Les méthodes d'investigation utilisées pour résoudre cette affaire influencent d'autres enquêtes sur des crimes historiques à travers l'Europe. Plus personnellement, Thomas retrouve une paix intérieure qui lui avait échappé pendant presque 2 décennies. Sa peinture évolue, passant des ténèbres tourmentées qui caractérisaient son travail après la disparition de Laura à des œuvres plus lumineuses, où l'eau et la lumière jouent des rôles prépondérants. Lors d'une exposition à Munich en 2024, un critique décrit ainsi son évolution. Les tableaux de Cottin nous invitent à contempler comment la vérité émerge des profondeurs, comment le temps transforme la douleur en compréhension. Ils sont le témoignage visuel d'une réconciliation personnelle avec l'histoire. Thomas lui-même exprime cette transformation dans le catalogue de l'exposition. Pendant des années, j'ai peint l'absence. Maintenant, je peins la présence, non pas le retour physique de ce qui est perdu, mais sa continuation sous d'autres formes. La façon dont les êtres aimés persistent dans notre monde, transformé mais toujours essentiel. Le dernier tableau de cette exposition, intitulé « Émergence », représente une femme émergeant des eaux d'un lac, tenant à la main un livre dont les pages semblent illuminées de l'intérieur. Son visage n'est pas celui de Laura. Thomas a délibérément évité le portrait direct, mais l'image évoque clairement l'histoire de sa sœur, sublimée en allégorie universelle. À l'automne 2024, 20 ans exactement après la disparition de Laura, Thomas publie un livre qui n'est ni une biographie de sa sœur, ni un récit de l'enquête. D'autres l'ont déjà fait, mais une réflexion plus large sur la mémoire, la justice et la guérison. Intitulé simplement « Après le lac », il explore comment les sociétés et les individus affrontent leur traumatisme historique. La conclusion de ce livre offre peut-être la meilleure épitaphe pour Laura Cottin et pour toute cette extraordinaire histoire. Ce que ma sœur nous a enseigné à travers sa vie et sa mort, c'est que la vérité n'est pas simplement un fait à établir, mais un processus vivant. Elle respire, se transforme, attend son heure. Elle peut être temporairement submergée comme un corps au fond d'un lac, mais elle finit toujours par remonter à la surface, portée par les courants invisibles du temps et de la conscience humaine. Laura cherchait justice pour des familles disparues depuis longtemps. Elle est elle-même devenue partie intégrante de cette quête, un chaînon dans cette longue histoire de perte, de mémoire et de reconnaissance. Et si la justice a mis 17 ans à émerger des eaux froides du lac d'Annecy, elle n'en est que plus significative, plus transformatrice. Comme me l'a dit un jour un sage vieil homme rencontré au bord de ce même lac, la justice peut tarder, mais elle n'oublie jamais.